Imaginez que vous êtes une femme, vous voulez vous acheter un sac à main et vous réalisez que le prix du même sac à main est plus cher sur votre ordinateur que celui de votre conjoint parce que la compagnie augmente le prix pour les femmes parce qu'ils se disent qu'une femme est prête à payer plus cher pour une sacoche. Ou imaginez que vous voulez acheter un jeu de société et vous réalisez que le prix est plus cher pour vous parce que vous interagissez beaucoup avec du contenu de jeux de société sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le surveillance pricing ou en français la tarification personnalisée. Et c'est quand des algorithmes et des IA ajustent le prix d'un produit pour un client en fonction des données que la compagnie a sur le dit client. C'est un phénomène qui est en possible expansion présentement. Je vous explique. Dans le fond, il y a deux variations de ce phénomène-là. Le premier, c'est quand une compagnie va ajuster le prix d'un produit en fonction du prix qu'il pense qu'une personne peut se payer en fonction de ses moyens. Et la deuxième, c'est quand ils vont changer le prix en fonction du prix qu'une personne veut payer pour un produit, indépendamment de ses moyens. Dans le premier cas, imaginez un produit de beauté qui se vend normalement 100 $. Une compagnie pourrait décider de charger le produit 90 $ à une personne dont la localisation se situe dans un quartier qui est plus défavorisé et 120 $ pour une personne dont la résidence est, disons, dans un quartier qui est plus huppé. Certaines personnes justifient cette pratique-là en disant qu'en abaissant le prix pour des personnes qui ont moins de moyens, ça rend le produit plus accessible à plus de personnes différentes, mais que comme le prix est plus élevé pour des personnes qui ont plus des moyens, eh bien la compagnie se fait quand même du profit. Le deuxième cas, c'est quand la compagnie va ajuster le prix en fonction de ce qu'il pense que l'utilisateur veut payer. Reprenons le même produit à 100 $. Si l'utilisateur n'a pas le profit habituel ou la compagnie se dit qu'il veut moins ce produit-là, il pourrait abaisser le prix à 90 $ en se disant que peut-être qu'à 90 $, l'utilisateur qui ne l'aurait pas acheté à 100 $ serait prêt à le payer. Par contre, dans la même logique, il pourrait augmenter le prix de 100 $ à 120 $ pour des profils d'utilisateurs qui, selon eux, veulent plus le produit et qui seraient donc prêts à payer plus cher pour exactement le même produit. Cette personnalisation-là serait effectuée en fonction des données qu'une compagnie a sur vous. Par exemple, en vous créant un compte, si vous indiquez votre genre, votre âge, votre adresse, c'est des données que certaines compagnies voudraient utiliser. Ou encore toutes vos interactions en ligne. À chaque fois que vous allez aimer une page sur un réseau social, si vous magasinez plus sur un site, c'est des données que certaines compagnies aimeraient pouvoir utiliser pour pouvoir personnaliser le prix à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la même chose que la tarification dynamique. La tarification dynamique, c'est quand une compagnie, par exemple, va augmenter les prix des billets, disons, pour Taylor Swift, parce que plein de personnes veulent acheter les billets pour Taylor Swift, ou à l'inverse, Wendy's, qui, dans certains restaurants aux États-Unis, veut faire diminuer le prix de certains des items aux heures moins achalandées pour encourager les consommateurs à y aller quand il y a moins de monde. Dans les deux cas-là, les prix varient, mais les prix varient également pour toutes les personnes. Donc, à une heure donnée, à un endroit donné, le prix, c'est pareil pour tout le monde. Tandis que la tarification personnalisée, le prix est ajusté pour chaque personne en fonction des données qu'on a sur cette personne-là. La tarification personnalisée, c'est un phénomène qui est encore très marginal. Il y a quelques études qui ont été faites sur le sujet. Il y a une dizaine d'années, quelques compagnies se sont essayées, c'est sorti dans les médias, ils ont arrêté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, avec toutes les données qu'on laisse en ligne, c'est beaucoup plus facile comme principe à mettre en place. Tout récemment, la Federal Trade Commission aux États-Unis a commencé une enquête sur 8 compagnies, incluant Mastercard, pour voir un peu si ce phénomène-là est fait et comment c'est fait. Le but de l'enquête n'est pas de blâmer les compagnies. En fait, c'est vraiment juste de comprendre le phénomène et voir après ça comment est-ce que le gouvernement pourrait baliser la situation. Mais si l'enquête est faite, ça veut dire que le gouvernement a certainement certains doutes que cette pratique-là commence à être implantée par certaines compagnies. Je veux pas commenter la légalité de cette pratique-là, je suis pas un expert. Je veux pas non plus vous dire si c'est une pratique qui est morale ou pas, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. Cependant, si ça venait à être implanté au Canada, je pense que ce serait important qu'il y ait une certaine transparence là-dedans pour que l'utilisateur puisse savoir quelles données ont été utilisées pour fixer son prix et encore comment est-ce que ces données-là ont été recueillies. Pensez par exemple à une personne qui a un faible revenu, mais qui travaille dans un quartier plus huppé. Est-ce que les prix seraient plus élevés pour elle, même si elle n'a pas les revenus, mais juste parce que l'algorithme pense qu'elle a les moyens, parce qu'elle travaille dans un quartier dont les personnes ont plus d'argent? De plus en plus d'articles qui sont publiés sur ce sujet-là récemment, puis je pense que ça va être important qu'on se questionne par rapport à ça. Maintenant, je vous pose la question. Si vous saviez qu'un système comme ça était implanté, que dans certains cas, ça vous permettrait de faire des économies, mais que dans d'autres, par rapport à un autre consommateur, vous payeriez vos produits plus cher, est-ce que vous serez à l'aise avec ça? Laissez-moi le savoir en commentaire.